on va tirer nos enseignements, surtout en Chine. Et donc, on lit beaucoup ce que dit la Pékin Information, donc les journaux chinois. On essaie de reproduire autant que faire se peut la pensée exprimée par Mao Zedong au Québec. Mais comme ils veulent répliquer, ils veulent imiter à l'identique ce qui se fait déjà ailleurs, mais ils tendent à se rapprocher, tous les mouvements tendent à se rapprocher du même modèle. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se rapprochent pas davantage, qu'ils ne fusionnent pas? La Ligue va accuser, entre autres, en lutte de révisionnisme. Ils vont dire qu'ils ils ne sont pas assez... Ils sont trop mous, quoi. Oui, ils sont trop mous, mais surtout, ils pêchent par intellectualisme et ils ne sont pas assez sérieux dans leur volonté de créer un véritable parti prolétarien. Parce que l'objectif ultime, selon Lénine, de la composition d'un mouvement révolutionnaire, c'est de pouvoir mettre sur pied un jour un parti prolétarien. Il va pouvoir prendre le pouvoir et établir donc cette société communiste dont on rêve. Selon la Ligue, en ligne n'est pas assez engagée dans cette voie. Et selon En lutte, la Ligue, elle pêche par quoi? Par orthodoxie. Donc, ils sont trop doctrinaires. Trop doctrinaires. Il n'y a pas assez d'espace pour la discussion et puis la conversation autour des enjeux qui mobilisent les militantes et les militants. Ce qu'il faut comprendre de la pensée marxiste-léniniste, c'est qu'elle commence avec une interrogation qui est fondamentale. Et l'interrogation, c'est celle de Lénine lorsqu'il publie son Que faire? Que faire dans un livre très important de Lénine où il s'interroge, on est au tout début, Octobre n'a pas eu lieu, là, mais au tout début de son cheminement intellectuel, il s'est dit, mais qu'est-ce que ça prend pour faire advenir la révolution? Parce qu'elle tarde à venir, cette révolution. On l'attend. On était patient, même à la fin du 19e siècle, on était patient, on se dit, mais les dents de mec qui chantent, est-ce que c'est pour bientôt? Et là, il va publier son livre Que faire? Et il va répondre à cette question. Et il dit, ça prend deux choses pour faire la révolution. D'abord, ça prend une pensée claire, une ligne idéologique. Il va dire, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Il faut donc adopter ce qu'on va appeler beaucoup plus tard la ligne juste. Oui. Et d'autre côté, il faut tout sacrifier à la révolution. La révolution ne se fait pas avec des demi-mesures. C'est pas question d'être paresseux lorsque le temps presse et que les conditions sont si horribles pour les ouvriers et les ouvrières. Il faut absolument enclencher le processus maintenant et puis il faut tout donner, corps et âme, au mouvement vers la société idéale que l'on espère. Et donc, ce programme-là, c'est un programme en deux volets, puis il est donné aux marxistes-léninistes qui vont le reprendre où qu'ils soient, au Québec, au Brésil, en France, en Italie, au Japon, que sais-je. Et puis, ils vont dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut donc se donner carrément à la révolution, mais il faut aussi avoir la ligne juste. Pourquoi avoir la ligne juste, dit Lénine? Parce que le prolétariat, sans direction nette, erre de manière déboussolée. Il ne sait pas exactement comment faire pour transformer son malheur de classe, en un programme politique. Il faut donc qu'il soit guidé. Ça prend des gens qui vont construire l'avant-garde. Ils vont se mettre donc à l'avant du mouvement révolutionnaire, puis qui vont tranquillement mener les masses vers le droit chemin. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de gens qui publient des revues, qui écrivent des livres. Ce qu'on va voir au Québec, on va avoir des très, très grandes revues qu'on va distribuer dans les cégeps, dans les universités, mais aussi, bien entendu, dans les usines. Mais ça prend des gens qui directement vont aller parler aux ouvriers pour leur enseigner ce qu'on appelle la ligne juste. Et ces gens-là, ça va être les implantés. Donc, on va envoyer les implantés dans les usines pour parler aux ouvriers, pour leur donner les bases, les rudiments de cette théorie révolutionnaire sans laquelle, dit Lénine, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Je commence à prendre contact, on peut le dire, la Ligue marxiste-léniniste du Canada. On peut le voir, hein? Parce que ça existe. C'est parti ici à Montréal, avec certains gens à Toronto, puis des gens aussi un peu à Vancouver. C'était le début où est-ce qu'on commençait à mettre sur pied le marxisme-léninisme. Le maoïsme aussi. Le maoïsme aussi, écoute. Mao Zedong, écoute. Moi, je préférais plus Mao Zedong que Staline. Ouais. C'est là qu'on commençait à discuter entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un groupe. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais il fait quoi, ce groupe-là? Il fait où, ce groupe-là? C'est là qu'on a commencé à comprendre que quand on va dans le sud-ouest de Montréal, dans certaines usines, il y a des gens qui sont implantés. Là, on commence à voir qu'il faut s'infiltrer. En guillemets, il faut le dire. Effectivement, dans la classe ouvrière, ça veut dire qu'il faut aller dans les usines.
faut apporter la bonne parole dans les usines. Il y a l'idée d'éduquer la classe ouvrière sur la base du marxisme, sur la base de Lénine, sur la base de Mao Zedong. Et c'est là qu'à un moment donné, moi-même, j'étais approché de dire, ça t'intéresse-tu? Oui, il y avait quelqu'un qui était déjà, peut-être, il voulait aller à MLW Worthington, Ouais. qui est devenu Bombardier Ouais. par la suite. Il y avait General Electric aussi. Mhm. Donc, moi, je connaissais du monde qui avait commencé à aller là. Et moi, je suis allé à Canada Wire and Cable, mais j'ai compris avec l'idée, comme on voulait, que je travaille non seulement à Canada Wire and Cable, mais aussi à Canadian Copper Refineries, Qui était à côté. juste à côté, puis juste en face, effectivement, l'autre côté, sur le rue Sherbrooke, Miranda, Brass et Copper. Mhm. Il y avait les trois usines. Fait que moi, j'étais implanté dans celui de j'étais. Puis là, à partir de là, je commençais à organiser des cellules dans d'autres. OK. Puis finalement, ça a été jusqu'à... Ça, c'est incroyable, celle-là. La raffinerie Shaw, Oh. la raffinerie Petro-Canada, fait une cellule de communistes au CLSC Pointe-aux-Trembles. Oh. C'est une infirmière et un médecin. C'était à l'époque, hein? Mhm. Les gens disaient, il faut changer notre mode de vie, nos conceptions, tout ça. Fait qu'effectivement, moi, une fois que j'ai mis les pieds à Canada Wire and Cable, c'est là que moi, je me voyais, puis c'était ma job, je le faisais. Puis j'étais ce qu'on appelle un communiste ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me présentais dans l'usine comme un communiste. OK, pas caché. Pas caché. C'est ça que ça veut dire. Les gens de la cellule étaient cachés. Ouais. Que c'était les ouvriers. Mais moi, j'étais ouvert. Donc, ça veut dire que les autres, ils faisaient leur travail. Ils étaient devenus ce qu'on appelle, effectivement, des syndicalistes engagés. That's all. Pas communistes engagés. Syndicalistes engagés, ça veut dire une bonne convention collective, bien payé, etc., etc. Donc, moi, j'étais ouvert. Pourquoi? Parce que dans les faits, moi, j'étais un petit bourgeois. Mhm. J'étais un petit bourgeois, moi. Je suis pas un ouvrier, moi. Moi, je suis parti des écoles. Je suis parti des universités pour aller dans une usine. Parlons-en de la décision que vous allez. C'est une décision, c'est une conviction personnelle, Oui. mais il y avait un mot d'ordre aussi. Dans la Ligue, la Ligue vous incitait fortement à le faire. Ben, il insistait, c'est clair, dans les réunions, tout ça. Mais moi, je suis allé moi-même. Oui, oui. Moi, j'ai fait cette shop-là. OK. Parce qu'effectivement, je voyais que c'était un shop qui n'était pas le plus gros. Donc, il est tout facile de rentrer là-dedans, de s'infiltrer, de devenir finalement quelqu'un à l'intérieur. Pour ce qui est de l'implantation, la plupart des gens que j'ai rencontrés me disaient que pour eux, l'idée d'aller en milieu de travail, ça allait de soi. C'était quelque chose de naturel qui découlait du contexte et des idées qui circulaient dans les organisations où est-ce qu'ils se trouvaient. Le but, c'était d'une part de contribuer à diffuser la pensée marxiste, marxiste-léniniste dans les milieux de travail et d'autre part, participer aux luttes syndicales, soit en syndiquant des nouveaux milieux de travail ou en participant aux syndicats existants de manière plus ou moins critique, là, dans certains cas en alliance avec les membres de l'exécutif du syndical, dans certains cas plutôt en opposition. Donc, contribuer vraiment aux luttes ouvrières qui sont en expansion à l'époque. Et l'objectif, c'était clairement aussi de radicaliser les syndicats ou de transformer pour qu'ils deviennent davantage des instruments de lutte. Oui, tout à fait. Ben, en fait, souvent, il y avait à la fois l'objectif de démocratiser et de radicaliser les syndicats. Pour eux, ça allait de pair. Il y avait le sentiment que les ouvriers, les ouvrières, à ce moment-là, étaient sensibles à des idées de gauche, à des idées plus radicales, et que si on leur laissait davantage la parole, si on faisait par exemple plus d'assemblées générales, si on faisait par exemple un journal d'information sur les problèmes de l'usine. J'ai parti un journal d'usine fait par 3 autres travailleurs qui ont travaillé avec moi.
Bon, Ah oui. Puis, vraiment, ça s'appelait le fil de... Là, il disait, le fil de quoi? Ben, je dis, la lutte, l'histoire, la classe ouvrière. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, la classe ouvrière? Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire de la classe ouvrière? Tout ça. Mais les gars, les trois autres m'ont aidé, on fait ça. Les gars, là, dans le choc, quand j'allais les voir chez eux, des fois, là, le journal était là. ils les avaient toutes. Il y en a qui avaient le journal de la poche, mais il y en avait d'autres qui ne l'avaient pas, mais il y avait ça. Puis de temps en temps, ben, moi, j'écrivais, je dis, 1er mai, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'écrivais sur le 1er mai. OK? Tout ça, là. C'est ça. La choc, les gars lisaient ce journal-là. Puis là, les boss disaient, Chris, non seulement il y a un journal communiste, il y a un journal de choc. Mais c'est ça que ça prend. Parce que tu ne peux pas aller chercher tout le monde avec le journal communiste. Soyons honnêtes. Ouais. Il y en a qui, probablement, il y en a qui ne savent même pas lire. Ouais. Faut s'attendre que le travailleur te dise, puis les gars dans le shop me disaient, moi, je ne suis pas capable de lire un journal communiste parce que je ne suis pas assez bon dans la lecture. Ouais. Ça ne pas lire. Ouais. Mais ton petit journal que tu as fait, il y a des bouts là-dedans que je comprends. Ça, je vais le lire. Vas-y. Puis je dis, oublie pas, le 1er mai, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas apprendre quelque chose. C'est toujours la volonté de faire l'éducation populaire des travailleurs. Exactement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même encore aujourd'hui. Les militants implantés n'étaient pas si nombreux. On parle de quelques centaines de personnes à l'échelle du Québec. Donc, ils n'ont pas nécessairement pu infléchir l'ensemble du mouvement ouvrier, mais dans les milieux de travail où est-ce qu'ils ont été implantés, ils ont souvent pu faire la différence. Parmi mes interviewés, il y en a 16 sur 25 qui ont occupé une fonction syndicale sur l'exécutif de leur syndicat ou comme par exemple comme délégué santé et sécurité au travail ou d'autres postes de ce type-là. Donc, puis il y en a 5 qui sont devenus présidents de leur syndicat. Quelques-uns aussi qui sont devenus vice-présidents. Puis moi, je vais te dire, ben franchement, que j'aimais ma job. J'étais balayeur. Puis là, les gens disaient, mais ça n'a pas de bon sens que tu demandes un job de balayeur. Mais là, le balayeur, là... Il va partout, lui. Il va partout. Il n'est pas pogné dans la ligne de montage. C'est sûr que c'était pas un syndicat très militant. Au bout de 6 mois, je suis devenu délégué syndical. Ouais. Puis je m'occupais de santé et sécurité. Ah bon? Au bout d'un an, je me suis présenté en présidence du syndicat. J'ai été élu à fond de train. Donc, les gens, ils trouvaient que j'avais du guts pour confronter les boss. Puis, ils disaient, toi, là, Sylvestre, au moins, tu nous défends. Donald Cucciaretta il est resté 12 ans dans l'usine. Il est devenu vice-président du syndicat. Il s'était fait offrir de devenir président, mais il avait refusé justement parce qu'il considérait que le poste de président devrait revenir à un ouvrier de la shop et non à un implanté. Marcel Tardif voudrait qu'il me voie comme président du syndicat parce que premièrement, je me promène partout, puis lui, dans la nouvelle usine, il est dans une cabine, puis il manipule avec ça, fait qu'il ne peut pas nécessairement parler avec un... Il est juste après, puis il va m'emmener dans les réunions en haut, puis on est capable de faire le travail. Donc, il dit, ben, tu veux-tu devenir président? Ça prend... Puis je dis, laisse-moi réfléchir. Dans le fond, je voulais parler avec la gang, là, notre cellule extraordinaire qu'on se rencontre une fois par mois. Il y a combien de monde dans cette cellule-là? C'est tous les groupes qu'on avait dans l'Est de Montréal à partir... Ah, OK. C'est pas juste dans cette usine-là. Non, c'est à partir de Georges V jusqu'à bout de l'île. OK. C'est des gens qui sont tous membres de la Ligue marxiste-léniniste du Canada. Mais pas affichés. Certains affichés, certains non. OK. Dépendant. Le lieu est un endroit secret, en plus, puis on change de place. On fait du tic-tac-toe, quoi. Bon, on en regarde toujours de l'extérieur, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous surveille, sur demain. Des fois, ça peut arriver. On utilise le téléphone, mais on a premièrement, on a des noms de guerre,
Ah, vous avez des surnoms. Bon, des surnoms. Moi, je m'appelais Kafka. Parce que j'aimais lire Kafka. Bon, il y en a d'autres, c'est d'autres choses, tu sais. Mais tu sais, il y en a, écoute, il y en a un, champagne, puis lui, il s'appelait whisky. Tu sais, t'es whisky, champagne. Non, on exagère. On se rend compte à quel point on n'était pas les gens qui luttent dans les cellules, les continuants en Russie, puis tout le kit. On oublie ça, là. On est loin de ça. C'était plus relax, mettons. Beaucoup plus relaxé. Bon, en tout cas, on a essayé le mieux qu'on pouvait. Dans certains cas, par exemple, comme à l'hôpital Louis H. Lafontaine, la quasi-totalité de l'exécutif, à un moment donné, pendant plusieurs années d'affilée, a été tenue par des militants marxistes-léninistes. Donc, ils ont eu une influence considérable dans certains milieux où ils ont été présents. Le cas de Louis H. Lafontaine est intéressant à ce niveau-là parce que donc, en tant que militants inspirés par la Chine de Mao, les militants marxistes-léninistes avaient fait des voyages en Chine et avaient la volonté de parler de leur voyage en Chine, de voir qu'est-ce qu'ils avaient vu d'inspirant là-bas. Puis à l'hôpital Louis H. Lafontaine, le directeur, c'était Denis Lazure, qui est par la suite devenu ministre du Parti québécois, mais qui avait été président de l'Association d'amitié Québec-Chine. Donc, même si sur le plan syndical, Lazure et les marxistes-léninistes s'affrontaient constamment, parce que lui était directeur, eux étaient syndicalistes, sur la question de la Chine, il était très favorable à ce que les militants marxistes-léninistes organisent des soirées de projection de diapositives ou des conférences sur la situation en Chine. En même temps, il surfait aussi sur une vague de militantisme qui existait déjà. Le mouvement syndical, à l'époque, était très mobilisé. Il y avait C'est donc dire que leur implantation n'a pas été éphémère. Il y a des gens qui sont restés là quelque temps, des années. Oui, dans le cas des personnes que j'ai interviewées, effectivement, ça a été une affaire de plusieurs années. J'ai 4 de mes interviewés qui ont passé toute leur carrière dans l'usine ou l'hôpital où est-ce qu'ils s'étaient implantés. Mais sinon, la moyenne est de 11 ans. L'idée d'implantation, c'était vraiment de créer un lien durable avec les travailleurs et travailleuses pour faire ce qu'ils appelaient un long et patient travail de mobilisation et d'organisation. Il faut en conclure qu'ils avaient vraiment l'appui. Est-ce qu'il n'y avait pas de difficulté au départ? Parce qu'il n'y avait pas une méfiance à leur égard dans certains milieux ou un rejet carrément dans certains cas? Oui, c'est arrivé. Ça a été une des questions de départ de ma recherche. Je m'intéressais vraiment beaucoup aux relations entre intellectuels et ouvriers, pour le dire simplement, donc qui peuvent être des relations tendues ou qui peuvent être des relations fertiles, fructueuses. Donc, j'ai voulu savoir justement si ça avait créé un choc culturel de leur part, le fait de s'implanter en milieu ouvrier, ou à l'inverse, s'ils avaient vécu de la méfiance ou du rejet. Finalement, j'ai été plutôt étonné de voir que dans la majorité des cas, l'intégration se passait bien. Est-ce qu'il y a eu des actions antagonistes, des appareils syndicaux à l'égard des militants ML dans ces milieux-là? Oui, il y avait des tensions avec les appareils syndicaux. Puis d'ailleurs, les militants marxistes-léninistes, évidemment, cherchaient pas toujours la collaboration. Ils cherchaient l'affrontement, oui. Ils dénonçaient souvent les oui. Ben oui, puis d'ailleurs, ils disent eux-mêmes, dans les entrevues que j'ai effectuées, par exemple, Roger Rachi, qui a été lui-même implanté pendant 4 ans, qui était président de la Ligue communiste et du PCO, Roger Rachi m'expliquait que au départ, leur attitude, quand ils arrivaient, donc ça, c'est vraiment sous l'égide de la Ligue, donc à partir de 1975, leur attitude était de dénoncer les officiers syndicaux. C'était vraiment une dénonciation en bloc de tous les officiers syndicaux, puis très rapidement, ils se sont rendus compte que c'était une position complètement intenable. Il fallait qu'ils collaborent avec certains officiers syndicaux, au moins à l'échelle locale, dans certains cas à l'échelle régionale. Donc, ils ont ajusté leur discours, ils se sont mis à dénoncer les grands dirigeants syndicaux. Donc là, ils nommaient les têtes des centrales, Laberge, McDermott, etc. Il y avait
encore plus de confrontation envers la FTQ, qui était jugée moins à gauche, moins radicale que la CSN. J'étais militant dans le mouvement communautaire, en plus d'être militant politique, mais compte tenu que je m'occupais du journal, entre autres, je couvrais des congrès syndicaux. Et j'ai couvert un congrès syndical, notamment, je ne sais pas si c'est pas celui de 81, où Gérald Larose aurait pu être battu à la présidence du Conseil central. Évidemment, ça changeait la vie de la... Si ça changeait la vie de la centrale, ça aurait changé le portrait, je pense, de la vie politique du Québec. Si en lutte avait voté du même bord que la Ligue à cette époque-là, je pense que Gérald Larose aurait été battu. C'est quand même quelque chose. Il fallait vraiment quand même que tu sois assez puissant. Là. Et la Ligue l'était au Conseil central de la CSN, comme d'autres endroits, était très, très, très puissant. Les militants ML, disons, ça ne démarre pas souvent, tu sais, puis ils essayaient de nous avoir à l'usure, en vidant littéralement la salle, souvent. Donc, oui, ça a été un exercice démocratique difficile à tenir, mais moi, ma thèse a toujours été, il faut les avoir au débat. C'est-à-dire qu'il faut, sans déroger à la démocratie, c'est-à-dire, il n'est pas question de faire de putsch, il n'est pas question, disons, de contrevenir à nos règles. Donc, même si les débats étaient longs, on les faisait, puis finalement, on les grognait. Les militants ML ont beaucoup participé à des campagnes de maraudage. Ce qui est un peu paradoxal dans la mesure où ils mettaient beaucoup l'accent sur l'unité du mouvement ouvrier, mais pour eux, l'unité, dans certains cas, ça devait passer par le fait d'amener différents locaux syndicaux à se joindre à la CSN, qui était vue comme plus combative et plus transparente, plus démocratique. Ça a été particulièrement le cas dans le secteur hospitalier. À l'époque, il y avait plusieurs syndicats d'hôpitaux qui appartenaient soit à des syndicats indépendants ou soit au local 298 de la FTQ. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des militants marxistes-léninistes pour que les syndiqués des hôpitaux se désaffilient du local 298 et se joignent à la CSN. Donc évidemment, c'est sûr que c'est le genre de choses qui n'a pas nécessairement été apprécié par les dirigeants de la centrale. Si on parlait maintenant des actions concrètes et fructueuses des militants qui, carrément, ont eu une influence déterminante. La santé et sécurité au travail, c'est vraiment une question majeure pour les implantés. Ça s'inscrit dans un contexte où c'est une question qui interpelle de plus en plus les travailleurs et travailleuses à l'époque, mais qui n'est pas toujours pleinement prise en compte par les centrales syndicales. Donc, c'est comme s'il y avait un vide à combler. Les militants les plus radicaux l'ont comblé à leur manière. Puis ça, pour eux, c'était vraiment, ça s'inscrivait bien dans la logique de leur action parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était politiser, radicaliser les luttes, mais en partant de questions concrètes. Parce qu'ils jugeaient que c'est autour de questions concrètes qu'ils allaient pouvoir rallier les ouvriers.